Donc la séance de ce jour est la première séance consacrée à l'autogouvernance. On a eu 4 séances sur la thématique plus économique, mode local, économie circulaire, agroécologie, finance participative. Donc ici on entre plus dans le champ de la gouvernance, le champ politique, avec une première intervention qui s'annonce passionnante sur les indicateurs alternatifs de bien-être, avec Géraldine Prévost, qui est chargée de cours invitée à l'UCL et chargée de cours à l'ICHE. C'est bien ça. Voilà, qui a fait sa thèse sur ce sujet, qui est vraiment tout à fait plus que compétente sur cette thématique, qui est d'ailleurs apparue récemment sur les ondes, enfin pas sur les ondes, sous le feu des projecteurs sur la RTBF, je crois que c'était un événement autour du film Demain, hein, c'est ça, c'était après-demain ou... Demain et après. Demain et après, voilà. Et donc voilà, un tout grand merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et Géraldine sera ensuite... l'exposé de Géraldine fera ensuite l'objet d'une réaction de la part de Gilles Grandjean, qui est professeur ici à Saint-Louis et qui lui-même, il y a quelques mois, avait organisé une conférence ici même à Saint-Louis sur le PIB et les limites du PIB. Avant peut-être de leur céder la parole, en les remerciant évidemment vivement d'avoir accepté l'invitation, je voulais simplement vous annoncer, vous rappeler l'agenda et surtout vous parler déjà du futur, demain et après. Donc on a une réunion le vendredi 25 novembre sur les bilans de transition, le 8 décembre sur la thématique précarité et décroissance avec Philippe de Feit. On a ensuite une après-midi, ça sachez-le, évidemment ce serait chouette que vous puissiez être là le plus nombreux possible, l'après-midi, le mardi 13 décembre, sur la transition vers la société post-croissance, un nouveau rôle pour le droit et l'État. Donc on se resserre progressivement sur notre sujet principal, avec des interventions d'une série de personnes du SIEJ, Delphine Lison, Marie-Sophie, François, Olivier Van der Noot, et qui donc évidemment après-midi qui est organisé avec la plateforme de transition UCL. Et puis, l'idée est toujours, mais je ne vais pas encore avancer là-dedans, mais de faire une soirée sur la prospérité sans croissance, une soirée plus politique, avec Isabelle Cassirs qui sera là en keynote, et ensuite une table ronde avec les responsables des principales formations politiques francophones. Et alors la suite, l'idée était donc à ce moment-là normalement d'arrêter la partie 2, donc sur les alternatives, et puis d'entamer la partie 3 sur vraiment le droit. Alors, quelques discussions internes m'ont fait réaliser qu'il était peut-être un peu rapide de directement solliciter les juristes, et qu'il serait sans doute bon de faire précéder le passage à la 3e partie, donc plus juridique, d'un interlude, avec quelques séances qui reviennent encore, qui abordent une série de thèmes connexes aux thématiques que l'on a explorées jusqu'ici. Et il y en aura plusieurs. Donc, a priori, le calendrier actuel, c'est d'une part le jeudi 23 mars, de 13h à 14h30 toujours, Nicole Dewandre qui viendrait parler sur une thématique qui est une réappropriation de l'idée de Arendt selon laquelle la condition de crédibilité d'une participation au débat politique est celle de la satiété, donc du fait d'avoir ces besoins de base qui sont remplis pour pouvoir ensuite de manière entre guillemets désintéressée participer au débat public. Et la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure des entreprises peuvent-elles jamais satisfaire à ce réquisite de base. Le jeudi 20 avril, Diane Bernard viendrait nous parler de la recherche face à l'impératif de la croissance, une thématique importante évidemment, et la question de l'importation dans la politique de la recherche d'un impératif croissanciel. Le jeudi 4 mai, de 13 à 14h30, nous aurons le plaisir d'entendre Gérard Méret, qui est professeur émérite à l'Université Paris 8, et qui va venir parler d'un petit livre qu'il a écrit sur nature et souveraineté. Et alors, probablement que ces différentes interventions
seront précédés d'une intervention de ma part, simplement pour faire le lien avec ce qui a été dit jusqu'ici. De nouveau, c'est un petit exercice de synthèse, comme je l'avais fait à la fin du premier volet. Et aussi donner une série de, parce que ça m'a déjà été demandé plusieurs fois, de pistes très concrètes, mais aussi plus théoriques, de rapport entre le droit et la société de la croissance. Donc ça, ce serait aux alentours du 7 mars, pour que les juristes qui veulent commencer vraiment à travailler sur le sujet et proposer des débats à partir du mois d'octobre prochain, puissent commencer vraiment à réfléchir et du grain. Voilà, donc je vous donne les dates de manière très rapide, mais évidemment, on devra aligner dans quelques semaines. Voilà, je me tais. Un grand merci encore à Géraldine d'avoir accepté l'invitation et je te sais tout de suite la parole. Merci Antoine. Bonjour à tous. Je vous prie, avant toute chose, de m'excuser, je suis un peu malade, donc pour ceux qui ont déjà vu mes interventions, je risque d'être un tout petit peu moins dynamique, je ne vais pas sauter dans tous les sens cette fois-ci, je vais rester assise, il vaut mieux. Voilà, cette petite prémisse étant digne pour commencer la conférence, donc voilà, aujourd'hui, je vais effectivement, comme Antoine l'a annoncé, vous parler un peu d'indicateurs et plus spécifiquement de l'économie écologique, qui est un courant encore assez peu connu en Europe, qui me semble un courant assez fécond pour développer de nouveaux indicateurs, notamment dans la perspective d'une société post-croissance. Donc ma présentation se fera en 4 temps. Après une introduction qui situera un petit peu pourquoi finalement nous avons besoin, en tout cas oui, l'impératif de plus en plus grand de transiter vers une société post-croissance. Après cette introduction, je vais vous parler très très brièvement de l'économie écologique. Le thème de la conférence n'était pas celui-là, mais simplement vous donner quelques spécificités épistémologiques de ce courant qui expliquent pourquoi je pense qu'il est intéressant pour développer de nouveaux outils. Et puis j'irai dans un troisième temps, et là ce sera vraiment le cœur de la présentation, j'irai présenter les différentes options de quantification qui sont proposées par ce courant assez hétérogène, et vous allez voir que cette hétérogénéité se reflète dans ces options de quantification. On approfondira 3 sous-courants de l'économie écologique que je perçois, avant, in fine, d'évaluer les différentes options de quantification qui sont proposées. Donc peut-être pour commencer, c'est vrai que dans le cadre de cette série de séminaires, vous avez été nombreux vous avez souvent été confrontés à la question des limites du modèle productiviste. J'entendais à travers les présentations, notamment sur l'agroécologie par exemple. Et effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans une société dans une situation assez inédite, puisqu'on est face à des incertitudes d'un genre nouveau, puisque nos modes de développement compromettent potentiellement leurs propres conditions de possibilité. On est dans une ère géologique que Paul Crutzen a appelée l'anthropocène et qui est caractérisée par les impacts très significatifs du développement humain sur les écosystèmes. Alors si l'intellect humain a un rôle à jouer dans la maîtrise de son environnement et dans la maîtrise de son propre avenir, il est important dès aujourd'hui de réfléchir, en tout cas d'identifier les productions intellectuelles qui sont susceptibles de poser les jalons d'une transition vers une société post-croissance et donc de perpétuer notre société fondamentalement. Telle est la question. Alors en matière d'économie, plus spécifiquement, la question qui peut se poser, c'est de se dire, si l'économie en tant que discipline façonne l'économie en tant que système, de quelle discipline économique avons-nous besoin pour accompagner la transition vers une société post-croissance? Alors, il me semble donc que l'économie écologique serait en tout cas un mouvement assez fécond pour nous guider, nous accompagner dans cette transition vers une société post-croissance. Je pense qu'elle est le renouveau de la pensée économique, dont la pensée économique a besoin. Et ici, je vais peut-être citer Franck-Dominique Vivien, qui nous dit que finalement, cette économie écologique est un courant qui a la particularité de mettre en avant l'idée que la question environnementale n'est pas une question comme une autre, et qu'elle débouche sur une profonde remise en cause des cadres théoriques et conceptuels de l'économie. Et je pense que c'est vraiment aux racines théoriques et conceptuelles de l'économie qu'on doit, en tout cas c'est ces racines que l'on doit explorer pour pouvoir penser des changements assez fondamentaux. Alors moi, évidemment, je
je ne vais pas être en charge de ce programme immense aujourd'hui. Je vais m'axer sur un angle d'attaque, on va dire. Je vais essayer de poser cette question à travers le prisme des indicateurs, puisqu'il me semble que c'est un champ dans lequel l'économie écologique est susceptible de jouer un rôle transformateur. Elle commence déjà, je pense, à jouer. Et donc je vais m'intéresser plus précisément aux indicateurs de soutenabilité, donc soutenabilité sociale et environnementale. Alors la raison pour laquelle les indicateurs sont une porte d'entrée intéressante, c'est que ce sont généralement des objets multifacettes, puisqu'ils reposent sur un ensemble de présupposés théoriques et méthodologiques qui vont cristalliser à travers la quantification. Les indicateurs sont fondamentalement issus de choix conventionnels, qui sont historiquement, idéologiquement situés, qui portent et traduisent des visions du monde. Et puis, face à un ensemble de problèmes complexes, les indicateurs constituent des balises importantes, des balises politiques qui vont orienter la prise de décision à travers le type de représentation qu'ils véhiculent, à travers les imaginaires qu'ils vont aller nourrir. Donc en ce sens, réfléchir au fondement conceptuel des indicateurs, c'est une démarche qui me semble essentielle si on a envie de penser au fondement de nos sociétés et aux clés de leur évolution. Bon, ça c'est une posture épistémologique que je tiens depuis une dizaine d'années, donc il y a rien de neuf dans ce que je vous dis là, mais je reste persuadée que c'est un angle d'entrée qui est vraiment fructueux. Alors, ce dont je vais vous parler, qui est un peu plus neuf en tout cas pour ceux qui ont l'occasion de suivre notamment la conférence que j'avais donnée chez Gilles, ce dont je ne vous ai pas parlé en tout cas, c'est de l'économie écologique en tant que telle. Alors, l'économie écologique, c'est un courant de pensée dont les contours sont encore assez flous, dont le contenu est très hétérogène. C'est un courant de pensée qui a, ceci étant, outre cette hétérogénéité, une caractéristique, je pense, fondamentale, c'est que la plupart des chercheurs qui se rassemblent autour, qui se disent être des économistes écologiques, se rassemblent autour de certaines balises normatives qui sont consubstantielles à la naissance du mouvement Ecological Economics à la fin des années 80. Donc, elle a été d'emblée définie par Robert Costanza, donc, qui est une de ces figures de proue, souvent considérée comme le père fondateur de l'économie écologique, comme The Science and Management of Sustainability. Donc, vraiment l'idée qu'on n'est pas uniquement en train de vouloir comprendre la soutenabilité, mais que cette compréhension va être mise au service de son pilotage, de sa gestion. Le courant d'économie écologique se distingue de ce qu'on appelle l'économie environnementale. Donc l'économie environnementale, c'est un courant de l'économie qui est issu de l'économie du bien-être, de l'économie néoclassique du bien-être, qui va analyser les interactions entre société et nature par le prisme de l'efficience allocative des marchés. D'accord ? Donc pour parler un peu moins économiste, les problèmes environnementaux seront considérés comme des défaillances de marché, des externalités, que le marché aura, s'il est mieux informé, la possibilité de résoudre. Je reviendrai sur cette conception un peu plus tard dans la présentation. Donc, à la différence de cette interprétation donc, des relations entre société et environnement par le prisme de l'efficience allocative des marchés, l'économie écologique, elle, va mettre au cœur de ses analyses, en premier lieu, la question d'échelle, scale, je le dis en anglais puisque ce mouvement est ancré dans une culture anglo-saxonne, les questions de distribution, et seulement, ensuite, les questions d'allocation, d'efficience allocative et d'absence de gaspillage, qui reste un thème extrêmement important. Il ne s'agit pas du tout de nier l'importance des marchés, mais plutôt de les resituer au sein de deux autres préalables, l'échelle et la distribution. Alors l'économie écologique a la caractéristique de reconnaître, d'une part, que l'objet de son étude, qui est l'objet de la soutenabilité, est extrêmement complexe. Et cette complexité est liée à une grande incertitude qui le caractérise, une incertitude qui d'une part est liée à une indétermination sociale. On parle du futur, on ne sait pas comment nos systèmes sociaux vont se développer, mais également une incertitude liée simplement à notre ignorance. Un ensemble de phénomènes dont même aujourd'hui nous ne comprenons pas les interactions. Je vais revenir sur la question de la conflictualité dans un instant.
Deuxièmement, grande caractéristique épistémologique de l'économie écologique, c'est qu'elle reconnaît qu'à travers les questions de soutenabilité, les débats sur les enjeux de soutenabilité, se confrontent une multiplicité de valeurs et que ces enjeux sont à prendre en compte si on veut penser la soutenabilité. On ne pourra pas le faire sans reconnaître explicitement l'ensemble des valeurs qui nous portent quand on pense à la soutenabilité, quand on tente de la conceptualiser et de la gérer. Et troisièmement, ce qui est en fait un corollaire finalement de la reconnaissance de l'incertitude radicale dans laquelle nous nous trouvons, c'est que le rôle de la science est relativisé en quelque sorte. Si on est en incertitude radicale, en raison de l'ignorance, en raison de la détermination sociale, on reconnaît en fait implicitement que la science ne sera pas capable de diminuer l'incertitude, ou en tout cas qu'elle ne sera pas capable de l'éradiquer en totalité. Et dans une situation d'incertitude radicale, le discours du scientifique, le discours de l'expert, sera en fait reconnu tout aussi légitimement que d'autres formes de discours. Et donc, on reconnaîtra, en tout cas la plupart des tenants de l'économie écologique reconnaissent l'existence d'une pluralité de perspectives légitimes sur des problèmes liés à la soutenabilité. Alors maintenant, je reviens au-dessus de ce slide, parce qu'en fait, la reconnaissance de ces trois caractéristiques, de cette singularité de traiter d'un objet de la soutenabilité environnementale, sociale, marquée par une grande incertitude, fait écho, enfin ces trois caractéristiques, pas uniquement l'incertitude, mais également les enjeux de valeur et la pluralité de perspectives légitimes, font écho à des enjeux qui traversent les débats qui sous-tendent la création de nouveaux et le développement de nouveaux indicateurs de soutenabilité. D'une part parce qu'on voit que l'existence de l'incertitude implique une grande conflictualité dans le type d'indicateur que l'on veut choisir. Alors ici, je voulais vous faire une petite citation. Je vais vous montrer. Oui, voilà. Donc, l'incertitude qui caractérise les impacts sociaux de l'activité humaine est souvent source de conflictualité. Et donc, je voulais vous citer un petit passage du rapport Stiglitz, donc ce rapport qui a été publié en septembre 2009 et qui était issu d'un an et demi de travaux de la commission qui réfléchissait aux nouvelles mesures de progrès social et de performance économique. Et il disait, voilà, et voilà ce que nous dit le rapport, dit simplement, la question générale à traiter était de savoir si quelques statistiques bien choisies peuvent nous dire si nos enfants ou nos petits-enfants disposeront d'opportunités au moins équivalentes à celles dont nous avons bénéficié. Dans ce domaine, le problème n'est pas le manque d'idées, il s'agit plutôt de comprendre pourquoi il semble si difficile de proposer des indicateurs fédérateurs permettant une perception partagée du caractère soutenable ou non soutenable de nos économies. Alors c'est lié d'une part effectivement au fait que nous sommes dans l'incertain, c'est intrinsèquement lié aussi au fait que justement se déploie dans ces débats une pluralité de valeurs sous-jacentes aux indicateurs de soutenabilité. Et donc ce qui explique qu'un difficile consensus émerge sur différents indicateurs. Donc aujourd'hui on est plutôt dans une paralysie en termes de production d'indicateurs, on en a une pléthore et pourtant on a une paralysie face à la création de ces indicateurs qui me semble pas du tout opportune et j'en discuterai en fin d'exposé. Et puis enfin, la reconnaissance d'une pluralité de perspectives légitimes, en fait, elle fait écho à différents mouvements, dont par exemple le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, dont je fais partie depuis 2009, qui sont des mouvements qui prônent pour la démocratisation de l'élaboration des indicateurs, considérant ces indicateurs comme le dirait Foucault, des dispositifs disciplinaires, potentiellement. Et donc il s'agit là d'avoir l'assentiment, ou en tout cas un regard, un contrôle démocratique de la part de différents acteurs sociaux dans la construction de ces indicateurs qui potentiellement détermineront le façonnement des sociétés. Donc cette introduction est très brève et très incomplète sur l'économie écologique, mais la chose importante qu'il faut en retenir, je pense, à ce stade, c'est le fait que cette discipline s'est construite sur des objectifs normatifs beaucoup plus que sur des méthodes. L'économie néoclassique, l'économie environnementale issue de l'économie du bien-être a cette grande force d'être construite sur un ensemble de méthodes. Et quels que soient les sujets ayant trait à l'environnement qui sont abordés, elle le fera avec un corpus méthodologique extrêmement robuste. L'économie écologique ne s'est pas accordée sur une méthode, et c'est ça qui fait la diversité des options de quantification que je vais vous présenter dans un instant. Elle ne s'est pas accordée sur une méthode en soi.
Ce qui, à mon sens, la freine grandement dans sa capacité à s'ériger comme un courant de pensée, un courant disciplinaire à part entière. En tout cas, qui puisse avoir un impact. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le fait que l'économie écologique soit guidée par des préoccupations de nature normative plutôt que par des questions de méthode, explique en fait qu'il coexiste en son sein plusieurs courants dont les options méthodologiques, dont les présupposés ontologiques à certains moments vont diverger. Alors, j'identifie 3 courants au sein du champ. Alors évidemment, quand j'ai fait cette typologie, comme toute typologie, elle est réductrice, et donc entendons bien ici que les frontières entre ces différents sous-courants sont poreuses, bien sûr. Alors, ces 3 courants, donc, je les ai distingués à travers notamment l'endroit où je trouve que les divergences sont les plus fortement cristallisées, c'est dans la construction justement des indicateurs qui viendraient rendre compte des interactions entre société et nature. Donc je vais précisément vous parler de ces 3 courants. Le premier, j'appellerai le courant orienté sur le capital naturel et sur l'évaluation des services écosystémiques. C'est un courant donc, qui aborde le problème des limites biophysiques de la planète à travers le prisme du capital naturel. Alors le constat initial des chercheurs qu'on trouve dans ce courant, on pourrait dire que Costanza y appartient, c'est que finalement la dégradation des services écosystémiques, elle est due au manque de valorisation de ces services, entendez, de la valorisation par le marché. Voilà ce que nous dit Liu, par exemple, qui est un auteur dans cette mouvance. Il est impossible de gérer ce à quoi on n'accorde pas de valeur. Le défi est dès lors d'amener la société à reconnaître la valeur des services écosystémiques. Alors ce courant-là, c'est le courant qui se distingue le moins, si vous voulez, de l'économie environnementale. Elle adopte véritablement ses méthodes, ses discours et ses rhétoriques. Les problèmes environnementaux y sont conçus comme des défaillances de marché. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que comme toute défaillance de marché, l'environnement n'est pas bien pris en compte. Donc ça veut dire que les acteurs, par exemple, polluent trop, simplement parce que le coût de cette pollution pour la société n'est pas intégré dans leur comportement rationnel. Et donc, la meilleure solution pour limiter ces comportements polluants, c'est un exemple parmi d'autres bien sûr, c'est d'intégrer dans leur comportement cette variable de coût en mettant un prix le plus adéquat possible sur le coût de cette pollution. Okay, donc ça, c'est vraiment le raisonnement qu'on va trouver en économie environnementale. Et une partie des tenants de l'économie écologique adoptent ce genre de démarche, ce genre de raisonnement. Et l'hypothèse sous-jacente est donc une meilleure information donnera lieu à une meilleure allocation des ressources, et par meilleure, entendez donc, moins polluante, qui viendra moins dégrader la biodiversité et contribuera moins à une surexploitation des ressources naturelles. Alors la plupart des auteurs qui font partie de ce courant sont très conscients des limites de cette approche en termes de marché, mais leur posture relève en fait d'une conscience assez forte du rapport de force et du rapport de pouvoir existant en matière de politique environnementale. Leur choix est donc principalement stratégique, et voici comment Sukdev, donc Pavan Sukdev, qui est l'un des tenants de ce courant, dit finalement l'évaluation économique rend compte de la valeur de la nature dans le langage du modèle économique et politique qui domine le monde. Rien que ça. Donc le fait d'adhérer à ce cadre d'analyse relève d'un choix profondément politique. Les outils de l'économie néoclassique sont mobilisés donc pour des raisons plutôt instrumentales, puisqu'il s'agit de peser dans la prise de décision en adoptant la rhétorique la plus susceptible d'être entendue. Alors, ce type d'option, donc je vais vous en donner un exemple pour que ça vous paraisse un petit peu plus concret. L'extension en fait la plus directe de cette posture, c'est de développer une nouvelle comptabilité environnementale. Donc ça a été fait notamment dans un système de comptabilité qui s'appelle le TIB, donc The Economics of Ecosystems and Biodiversity. C'est un système comptable qui a été développé en 2007 à Potsdam lors de la réunion qui réunissait les différents ministres de l'environnement du G8+5. Pour la petite histoire.
ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir quel est le rationnel, qu'est-ce qui sous-tend cette comptabilité environnementale. En fait, c'est une démarche qui a été très fort inspirée du rapport Stern 1. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas à ce rapport Stern. Donc, en gros, c'était un rapport qui avait pour but, dont le premier rapport, le deuxième rapport est sorti en 2014, mais le premier rapport en 2007, avait pour but de quantifier économiquement le coût de l'inaction et de stimuler économiquement l'action vis-à-vis du changement climatique. L'idée, c'était vraiment, on va vous montrer les bénéfices économiques d'une action en faveur, je vais dire en faveur du changement climatique, mais en faveur de la mitigation. Non, la mitigation, c'est une l'atténuation, merci. C'est horrible de dire mitigation, c'est un bel anglicisme. L'atténuation du changement climatique. Donc ça, c'est ce qui avait été fait pour Stern. Eh bien, le TEB, c'est un système comptable qui s'est basé sur le même principe et qui voulait mettre en exergue de manière économique, en termes économiques, le coût de l'inaction et les avantages et les bénéfices économiques que nos sociétés retirent, d'une part des aménités, donc des services écosystémiques, et d'autre part les coûts les coûts sociaux liés à la dégradation de la biodiversité, ou par la négative, les apports d'une biodiversité florissante pour notre société. Donc l'idée était de le faire dans des termes économiques, et à travers cette comptabilité monétaire, il fallait d'une part porter l'attention des décideurs sur les bénéfices économiques globaux de la biodiversité et mettre en lumière les coûts croissants de sa dégradation et de la dégradation des systèmes. Alors on a des auteurs qui ont été très proactifs dans le développement de ces comptabilités, notamment Peter Barthelmus, qui nous dit ceci, et ça vous donne un petit peu l'image ou l'importance en tout cas qui est accordée à cette comptabilité monétaire. Seule l'évaluation monétaire fournit l'étalon de mesure qui permet de comparer, et cette notion de comparaison est extrêmement importante, l'importance des services environnementaux avec celle de l'activité économique. Donc il y a bien la volonté de mettre sur un socle de comparabilité ces différents phénomènes dans une grande analyse coût-bénéfice, fondamentalement. Alors évidemment, les débats ont été très nombreux sur l'opportunité et la désirabilité de monétiser la nature. Trois grandes familles critiques se retrouvent dans la littérature en économie écologique. D'une part, la première famille critique a trait au manque de robustesse et de scientificité, de crédibilité scientifique d'une forme de monétisation de la nature. Effectivement, si vous réfléchissez tous à la manière dont vous donneriez une valeur monétaire aux ours polaires, eh bien vous pouvez voir la place de l'arbitraire, la difficulté qui existe. Évidemment, je donne un exemple, je force un peu le trait, mais ce discrédit scientifique est fortement partagé dans la littérature, notamment concernant ce qu'on appelle l'évaluation contingente. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? L'évaluation contingente. Donc l'évaluation contingente, c'est une méthode qui consiste, si vous voulez, à interroger les gens. C'est comme si maintenant, dans cette pièce, je vous demanderais combien vous seriez prêt à payer pour conserver, par exemple, les ours polaires, ou pour ralentir la fonte de la banquise, par exemple, ou combien vous seriez prêt à accepter si je vous demandais par exemple, élaguer une partie de la forêt qui jouxte votre maison, si vous avez la chance d'habiter près d'une forêt, ce qui n'est pas trop le cas, je sais plus. Enfin si, quand même, on a une ville plutôt verte. En tout cas, il y a cette idée de demander aux personnes d'exprimer leurs préférences subjectives à travers une échelle de valeur monétaire. Et ça, pour différentes raisons, je pourrais faire toute une conférence là-dessus, mais j'en ai pas le temps. On a pu, notamment Benjamin par exemple se rappellera du fait qu'on a pu étudier ça assez longuement en cours il y a 2 ans. On voit qu'il y a toute une littérature qui montre à quel point cette démarche est peu robuste scientifiquement. Deuxièmement, une grande catégorie de critiques se refuse en fait à traiter les problèmes environnementaux comme des externalités. Mais comme cette critique est au cœur du troisième courant que je vais vous présenter, je vous laisse son explication pour un peu plus loin. Enfin, une troisième famille critique qui est très large, c'est la crainte qu'à travers la monétisation de la nature, en tout cas l'octroi d'une valeur monétaire à la nature, que cette monétisation implique des mécanismes de compétition qui viennent modifier les droits de propriété de ressources qui étaient initialement communes et donc viennent commencer à marchandiser, commodifying, marchandiser la nature. Donc ça, c'est une troisième grande crainte qui va s'opposer à cette
à cette monétisation. Donc vous voyez que ce premier courant, dont on comprend bien les motifs stratégiques, est par ailleurs sujet à la critique. Le deuxième courant, c'est ce que j'ai appelé le courant de l'économie stationnaire, la steady state economy. Lui, donc ces figures de proue, c'est aussi des personnes qui sont très très en vogue dans l'économie écologique. C'est Herman Daly, d'une part, qui est considéré comme l'un des autres pères fondateurs avec Bob Costanza, et Joshua Farley, deux grands auteurs du courant, qui ont énormément publié dans ce courant. Alors en fait, tout comme le courant précédent, ils sont extrêmement conscients de l'importance de développer une comptabilité élargie au capital naturel. Donc ils gardent un pied, on va dire, dans une posture stratégique importante, en disant on a besoin d'évaluer ces services écosystémiques. Toutefois, on ne pourra pas le faire si on ne questionne pas directement la finalité de la croissance économique. Et donc, ce qui implique de poser la question de l'échelle optimale de l'économie, puisque la croissance, c'est quand même au départ la croissance de l'empreinte matérielle de l'économie. Et donc, poser la question de cette taille optimale de l'économie implique également poser les questions de distribution, nous allons y venir. Donc, comme je vous le disais, les enjeux d'échelle sont au cœur de leurs travaux. Et voici ce que nous disent Daly et Farley en 2004. Le fait que nous devions en finir avec la croissance n'implique en rien que nous devions en finir avec le développement, que nous définissons comme un changement qualitatif. Donc ce qu'ils appellent, ce qu'ils appellent le steady state, l'économie stationnaire, c'est bien un accroissement de l'économie sans accroître son empreinte matérielle précisément. Donc pour eux, cette économie constitue la meilleure solution aux problèmes actuels. Et c'est dans ce courant que s'est développée l'idée du développement sans croissance, ou de ce qu'on a appelé en 2010 avec Tim Jackson, qui est l'un des auteurs qui a le plus, on va dire, rendu célèbre ce courant, la prospérité sans croissance. Donc l'idée d'un développement sans croissance va précisément reposer sur la distinction ferme entre la question de l'échelle, c'est-à-dire la taille optimale de l'économie. Il y a des limites dans lesquelles au-delà desquelles on ne pourra pas opérer. Mais quand vous posez la question de l'échelle, directement vous posez la question de la distribution. Parce que quand vous avez de la croissance, elle nous offre finalement l'horizon d'une prospérité matérielle accrue, sans que cette augmentation de prospérité n'exige des politiques redistributives très fortes. Donc la croissance permet d'éluder la question extrêmement politique de la distribution. Dès lors qu'on pose la question de l'échelle, et donc on limite la croissance, se pose la question de sa distribution. Donc il y a une dimension assez politique. Et puis ils disent, une fois qu'on a décidé de cette échelle optimale et de cette distribution, alors seulement on doit réfléchir aux meilleurs mécanismes d'allocation des ressources pour éviter que les ressources soient gaspillées. Donc la priorité ici, vous l'aurez bien compris, est donnée d'abord à l'échelle optimale et à la distribution. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça se traduit en matière d'indicateurs? Bien, vous allez voir que les formes de quantification qui sont proposées sont très différentes, puisque l'usage pragmatique des méthodes de l'économie dominante, combiné à l'importance de respecter ces questions d'échelle et de distribution, a donné lieu à, je pense, quatre types d'indicateurs. En tout cas, je vous en donne 4 exemples ici. D'abord des indicateurs synthétiques de type ISU ou GPI, donc Index of Sustainable Economic Welfare ou Genuine Progress Index. Ce sont des indicateurs frères, si on peut dire. Je vais tout de suite vous les expliquer, beaucoup plus en détail. Des indicateurs d'éco-efficience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des facteurs 4, facteurs 10. Donc c'est ces indicateurs. J'y reviens, je laisse un petit peu de surprise. Les indicateurs de flux d'énergie et de matière. Ça, ce sont des indicateurs qui commencent à vraiment trouver on va dire un levier opérationnel, notamment au niveau institutionnel européen. En Belgique également, le Bureau fédéral du plan calcule des indicateurs d'énergie et de flux d'énergie et de matière depuis 3-4 ans maintenant. C'est rentré dans ses compétences. Et puis enfin, ce qu'on appellerait en français les écarts de soutenabilité, et qui est connu donc dans la littérature comme les sustainability gaps. Donc je vais vous montrer en quoi ces 4 types de formes de quantification, d'options de quantification, reflètent cette combinaison d'outils finalement en comptabilité qu'on trouve dans l'économie dominante, avec un souci du respect de l'échelle et des questions d'éthique, de justice distributive. Donc d'abord, ces 2 premiers indicateurs, donc Index of Sustainable
Economic Welfare et le GPI, a été créé donc par Daly et Cobb, alors l'issue en 89 et le GPI en 1994. Ce sont des indicateurs synthétiques monétaires. Donc synthétiques, ça veut dire que ce sont des indicateurs qui n'ont qu'une seule valeur, et somment en leur sein un ensemble d'éléments qui tous sont exprimés dans une même unité de compte, celle-ci étant en l'occurrence la monnaie. En fait, ces deux indicateurs partent des indicateurs de la comptabilité nationale. Ils vont partir des valeurs de consommation. Donc, vous savez que dans les comptes nationaux, on a le PIB. Le PIB peut être abordé via trois approches, trois grandes approches: l'approche de la production, l'approche des dépenses et l'approche des revenus. Et dans l'approche des dépenses, on a l'une des composantes des dépenses du PIB, c'est la consommation domestique notamment. Et donc eux vont partir de la consommation et vont ajouter à ces valeurs monétaires de consommation une évaluation monétaire de la valeur du travail domestique, vont ajouter la valeur des dépenses publiques non défensives, c'est-à-dire qui apportent selon eux, selon leur convention, un bien-être net à la société, vont déduire de cette somme les dépenses privées défensives, le fait par exemple que vous deviez acheter une alarme parce que vous craignez les voleurs. Ils vont considérer que ça n'améliore pas de manière nette votre bien-être, les coûts des dégradations de l'environnement, la dépréciation du capital naturel, etc. Donc il y a l'idée de vouloir mettre, sur base de valeurs qui sont, on va dire, commensurables au sein de la comptabilité nationale, arriver à faire un ajustement de mesures. On verra également le même type de démarche avec un indicateur qui a été développé beaucoup plus tôt, en 1972, par Nordhaus et Tobin, que vous connaissez peut-être, le Measure of Economic Welfare. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est le même esprit, c'est-à-dire d'arriver vraiment à exprimer dans des termes commensurables, en termes de comptabilité nationale, une vision plus affinée, on va dire, du bien-être d'une nation. Ces indicateurs, tous les deux, sont pondérés par les inégalités. La question de redistribution est plus présente. Donc, à agrégats égaux dans deux pays qui auraient effectivement un même agrégat net avec toutes ces nouvelles composantes de l'indicateur, ils auraient le même volume. Le pays dans lequel ces agrégats seraient le moins bien répartis aurait, in fine, une valeur plus faible. Alors, ce qui est intéressant avec l'issue, c'est qu'on a observé, et j'aurais dû vous mettre un graphique, excusez-moi, on a observé en fait que dans le temps, on a vu d'abord une corrélation très forte entre un accroissement de l'indice de bien-être économique et du PIB aux États-Unis. Et puis à partir des années 65-70, on a commencé à avoir un découplage entre un PIB qui restait en hausse et un indicateur de bien-être économique qui commençait à décroître. Et ce découplage longitudinal, on va dire, entre les deux indicateurs, a souvent été considéré comme corroborant l'hypothèse de seuil. Alors qu'est-ce que c'est que cette hypothèse de seuil? Elle a été développée en 1995 par Max Neef, qui la décrit comme ça. Pour chaque société, il semble y avoir une période lors de laquelle la croissance économique améliore la qualité de vie, mais jusqu'à un certain point, le seuil, au-delà duquel, s'il y a plus de croissance économique, la qualité de vie pourrait commencer à se dégrader. Alors en fait, cette corroboration de l'hypothèse de seuil a été pas mal critiquée. On a notamment un économiste comme Neumayer qui a considéré que l'issue et le GPI étaient construits sur des bases méthodologiques très fragiles et qu'en fait, finalement, l'existence de ce découplage était fortement liée aux hypothèses de construction d'indicateurs, ce qui n'est pas étonnant en soi. Et donc voilà, ça continue à faire débat, mais en tout cas, la force, en tout cas revendiquée par ces auteurs de cet indicateur, c'était de montrer que la croissance, au bout d'un moment, n'était plus, alors là je reprends le terme d'Herman Daly, économique, que ça devenait une uneconomic growth. Donc l'idée vraiment qu'à partir d'un moment, en fait, cette croissance n'a plus la fonction du déploiement économique de nos sociétés, économique dans son sens substantiel, si je veux utiliser le terme Nicolani ici. Alors, un deuxième type d'indicateur, je vous le disais, qui a été développé et qui découle de cette utilisation stratégique d'indicateurs tout en étant conscient des limites de l'échelle de l'économie et des questions redistributives. Ici, c'est surtout la question de l'échelle qui est au cœur de ces indicateurs. Ce sont les indicateurs d'éco-efficience. En gros, ce sont des indicateurs qui essayent de répondre à la question: l'économie est-elle susceptible
possible de produire plus de richesses avec moins de ressources matérielles et ou énergétiques. Alors, vous avez des indicateurs d'éco-efficience qui vont être exprimés en unités de matière utilisée par unité de PIB. Vous avez des indicateurs d'éco-productivité qui vont être exprimés en PIB par unité de matière ou unité d'énergie utilisée. Et donc, ces indicateurs sont des indicateurs relatifs. Ils sont assez bien utilisés, de plus en plus. On a notamment au niveau de l'Union européenne le Domestic Material Consumption qui tente de mettre en lien par unité de PIB qu'est-ce qui est véritablement utilisé en termes de matière. Et ces indicateurs ont l'avantage de mettre en exergue l'accent sur la dématérialisation des économies. Mais attention, ce sont des indicateurs relatifs. Donc ils ne nous donnent pas une information sur la base matérielle absolue de notre activité économique. Ce que font en revanche les indicateurs de flux d'énergie et de matière, donc troisième type d'indicateurs, qui ont été développés fortement par Marina Fischer-Kowalski depuis plusieurs années. Bon voilà, si le thème vous intéresse, vous irez voir son article collectif où elle résume bien la méthodologie sous-jacente à ces indicateurs. Ces indicateurs sont exclusivement exprimés en termes physiques. Donc là, en fait, en gros, ils sont généralement utilisés en termes de tonnes. Donc on dit vraiment, voilà, combien de tonnes de matière a-t-on utilisé dans l'économie sur une année. Leur objectif, c'est de rendre compte donc, de la taille de ce qu'on appelle le métabolisme matériel de l'économie. Et ils sont construits de sorte à entrer dans les catégories de la comptabilité nationale. Donc ils ont des catégories compatibles, ce qui permet d'exprimer dans un même tableau de chiffres l'évolution, par exemple, de la productivité du point de vue de la comptabilité nationale avec l'évolution des flux de matière. Donc là encore, une volonté véritablement de rendre compte dans les outils économiques traditionnels de l'évolution de la taille de l'économie. Alors, dernier type d'indicateurs qui me paraît intéressant mais qui sont beaucoup plus au stade expérimental, ils n'ont pas du tout encore trouvé de levier opérationnel et institutionnel, ce sont ces fameux Sustainability Gaps qui ont été développés par Paul Hikins et, je ne sais plus son nom, Madame Saïd, je ne sais plus comment elle s'appelle. Les Sustainability Gaps, ils sont intéressants parce qu'ils vont porter en eux une norme. La norme de la finitude, ou en tout cas une norme liée à un objectif social qui aura été déterminé potentiellement de manière participative. Donc en gros, ils vont comparer les performances environnementales d'un pays, d'une zone, avec des standards de soutenabilité. Alors quand on va parler de ces normes, ces standards de soutenabilité, excusez-moi, ça aussi c'est un bel anglicisme, ces normes donc, de soutenabilité sont définies en respectant, et c'est là que je trouve vraiment qu'ils ont un potentiel intéressant, une distinction entre deux types de fonctions qu'assure la nature. Ce qu'ils appellent en anglais les functions for et les functions of. Les functions for, c'est les services que la nature rend aux humains. Les functions of, c'est les mécanismes qui assurent, qui assurent la perpétuation et la bonne santé des services écosystémiques. Et en fait, leur idée, c'est que les functions of sont un préalable, sont une condition de nécessité avant de regarder les functions for. Donc ils vont toujours veiller à ce que les performances environnementales respectent la perpétuation de l'écosystème pour les fixer comme standard. Et ensuite, vont évidemment, sur des bases, comme je vous le disais, potentiellement participatives, essayer de rendre compte des services que rend la nature aux sociétés. Donc vous voyez, cette perspective est également très anthropocentrée, mais toujours avec une idée de limite à l'utilisation, à l'exploitation de la nature. Alors ces différents écarts peuvent être exprimés dans différentes unités, là je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais soit en termes physiques, donc vraiment de combien est-ce qu'on va devoir, je sais pas moi, faire décroître le réchauffement climatique, donc ça va être en termes de degrés, ça pourrait être en termes de tonnes, hein, donc combien, ça dépend évidemment du type d'objectif qu'on s'est fixé. En termes monétaires, quels seront les coûts, les dépenses publiques à engager pour atteindre ces objectifs de soutenabilité, ou encore en année de soutenabilité. Là, il me semble qu'il y a un petit problème d'endogénéité qui n'est pas réglé par les auteurs sur l'objet d'une petite publication, etc. Donc je ne vais pas en parler. Bon. Enfin, troisième option de quantification, troisième courant, pardon, qui propose des options de quantification très différentes, et celui-là est celui qui s'éloigne le plus
de l'économie environnementale, c'est ce qu'on appelle la Social Ecological Economics. Alors, combien de temps me reste-t-il? 10 minutes, ça va? Oui, parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Ouais. Ok, mais ça ira, alors je suis là. Donc ça, c'est une frange que vous allez retrouver plutôt chez les Européens, chez la frange européenne de ce courant d'économie écologique. Eux vont certainement mettre l'accent, comme le deuxième courant, sur les enjeux d'échelle et de distribution. Mais ce courant a la particularité, d'une part, d'être plus alarmiste, de généralement porter une posture plus politique, plus militante, et de se distancier de manière beaucoup plus nette de l'économie orthodoxe ou dominante. Alors ce courant, donc, qui est lié à l'écologie politique très fortement, est marqué par un fort intérêt aux conflits socio-économiques, donc notamment avec Joan Martinez-Alier, qui a beaucoup travaillé dans toute l'Amérique latine sur l'analyse de différents conflits socio-environnementaux, socio-écologiques, excusez-moi, j'ai dit économie. C'est une approche qui se veut résolument interdisciplinaire, très critique, et qui veut s'attaquer à des questions de changement systémique, c'est-à-dire en partant du postulat que la croissance est insoutenable mais qu'elle est essentielle à notre système aujourd'hui. Comment est-ce qu'on dépasse ça? Comment est-ce qu'on génère un changement systémique? Elle est très attentive donc aux questions de pauvreté et de distribution, hein, donc notamment dans cette gestion des conflits socio-environnementaux. Elle analyse les marchés comme des constructions sociales faillibles et non pas comme des mécanismes d'allocation qui fonctionneraient en toute chose. Et donc là, il y a l'idée de revoir même le fonctionnement des marchés, de créer des institutions alternatives. Et puis enfin, elle insiste sur l'importance de prendre en compte les enjeux de pouvoir à l'interface de la science et de la politique afin de faire porter leurs idées. Ce qui est assez paradoxal avec le fait que vous allez voir, c'est probablement eux qui trouvent le moins de relais dans les sphères institutionnelles et les sphères de pouvoir politique en fait. Mais en tout cas, théoriquement, ils y sont extrêmement attachés. Alors eux, comme je vous le disais, ils refusent fondamentalement d'appréhender l'environnement et les problèmes environnementaux en termes d'externalité. Et il y a au moins 3 raisons à ça. La première, c'est juste une question de faisabilité. Dans des systèmes adaptatifs complexes, mesurer les externalités est vraiment, métrologiquement, si je puis dire, complètement impossible, enfin en tout cas très très difficile. Deuxièmement, quand bien même on pourrait mesurer parfaitement les externalités, le fait d'atteindre un optimum sur base des critères économiques d'un marché qui aurait internalisé les externalités n'est pas nécessairement le signe d'une optimalité du point de vue écologique. Et ça, un économiste qui s'appelle Olivier Godard l'a très bien montré dans un papier en 2004. Il nous a vraiment montré qu'on avait une situation théorique où on avait un optimum parfait du point de vue du marché, qui était en fait sous-optimal du point de vue des ressources renouvelables et qui était en fait de faire courir ces ressources à leur perte. Et donc notre économie et sa perte. Et troisièmement, ça c'est une critique plus philosophique, parler des problèmes environnementaux comme des externalités, en fait, ça implique de considérer que des problèmes environnementaux non compensés par le marché seraient une exception à la règle. Et en fait, depuis 1950, avec Carl William Kapp, qui est le premier à avoir dit non, les externalités sont consubstantielles au marché, les problèmes environnementaux sont consubstantiels au marché, on ne peut pas, dans notre perception de ces problèmes environnementaux, les traiter comme extérieurs au marché, elles sont consubstantielles et structurées. Il y a un refus de la monétisation. Alors, je vais voir le temps qui me reste pour ne pas entrer trop dans les détails. Un refus de la monétisation qui est simplement lié, on va dire, au refus de rendre toutes les valeurs naturelles commensurables, c'est-à-dire de faire l'hypothèse qu'elles partageraient toutes une propriété commune qui permettrait de les ordonner selon que cette propriété est plus ou moins présente, je ne sais pas moi, dans la banquise et dans le réchauffement climatique. Cette incommensurabilité pour les social ecological economistes, est vraiment un frein à toute forme de monétisation. Voilà, je vais le dire assez rapidement. Ils ont par ailleurs une ontologie politique plutôt qu'une ontologie économique, et donc vont s'adresser à travers leur mode de quantification, ils vont promouvoir des méthodes qu'ils appelleront des analyses multicritères, dans lesquelles ils vont reconnaître justement l'incommensurabilité des valeurs et le fait que la résolution des problèmes environnementaux passera nécessairement par des conflits de valeurs, par des désaccords, et donc on devra reconnaître, en tout cas se donner les possibilités d'entendre les voix et ces désaccords.
Donc là, on est plus proche de cette caractéristique du courant de reconnaissance des pluralités de perspectives légitimes. On ne va donc pas s'adresser à vous, imaginons qu'on soit ici dans un mécanisme dans une situation de... Excusez-moi, c'est là qu'on voit que je suis un peu malade. Normalement, je suis un peu plus top, mais bon. Oui, imaginons qu'on se trouve dans une situation de concertation. Eh bien, je ne vais pas m'adresser à vous en disant combien seriez-vous prêt à payer pour ne pas déforester, par exemple, le bois qui est près de chez vous. Je vais plutôt vous demander que représente la forêt dans votre conception de vie, qu'est-ce que ça vous apporte, en quoi est-ce que c'est important pour vous. Donc on va s'adresser au citizen self plutôt qu'au consumer self, comme le dit Sagoff notamment. Et donc ces analyses multicritères auraient normalement pour but de permettre à chacun de s'exprimer, in fine de trouver peut-être un consensus abordable. Donc, et voilà, il me reste 5 minutes, ça va? Oui. Parfait. Donc voilà, une ligne de fracture apparaît. Vous voyez que finalement l'économie écologique est traversée véritablement par une ligne de tension entre d'un côté une forme d'attachement à une certaine pureté des principes et de l'autre côté une posture beaucoup plus stratégique qui est de dire le temps presse. Aujourd'hui, de toute façon, la nature n'est pas bien prise en compte, tous les moyens sont bons pour le faire et la première chose, c'est de s'adresser à ceux qui ont le plus de levier d'action à l'égard des politiques environnementales. Et donc on a une opposition entre les partisans d'un changement radical du système et puis les tenants d'une posture plus stratégique qui adopterait une rhétorique et les outils de l'économie qui dominent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux postures, qui pour le moment vraiment freinent l'évolution de ce champ de l'économie écologique, est-ce qu'elles sont conciliables ou pas? Alors Clive Spash, qui est l'un des pères de la Social Ecological Economics, les trouve totalement irréconciliables, et je vous en lis juste un tout petit extrait. Pour lui, donc, ceux qui adoptent les analyses et les positions de l'économie dominante peuvent se considérer comme pragmatiques en voulant atteindre une fin par les moyens les plus aisément accessibles, mais en réalité, ils créent des problèmes à ceux qui tentent de s'inscrire dans un changement plus fondamental de la pensée économique. Blablabla. En même temps, donc, ces travaux détruisent les initiatives alternatives en prétendant, et c'est là que c'est important, que la production de données monétaires est une réponse politiquement adéquate aux problèmes environnementaux globaux. Alors moi, je partage cette crainte de Spash, mais à la fois, il faut connaître le personnage, il est très, on va dire, revendicatif, et donc a parfois du mal à se faire comprendre. Donc il a des analyses très pertinentes, mais à la fois reste dans le conflit. Et je pense qu'il serait peut-être plus pertinent, plus constructif, d'essayer de réfléchir sur la manière dont pourraient s'articuler ces trois différents courants, ces trois différentes options de quantification. Et il me semble qu'une manière de le faire, mais là c'est encore à l'état de débauche, il faudrait que je développe ça plus loin, mais c'est en tout cas de le faire selon une analogie à l'étagement des temporalités de Fernand Braudel. Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes tous familiers ou pas à l'histoire du temps long de Fernand Braudel et à l'école des Annales, mais en gros Fernand Braudel dit qu'on ne peut pas analyser l'histoire de manière purement événementielle et chronologique, qu'il faut arriver à avoir une analyse beaucoup plus englobante, qui va distinguer trois couches, si vous voulez, d'événements historiques: le temps long, les changements assez fondamentaux, le temps des conjonctures et puis le temps présent. Et en fait, il me semble que ça a beaucoup de sens pour articuler de manière cohérente les différentes options de quantification qui sont proposées par ces différents courants. Il me semble qu'à court terme, c'est un peu cynique et peut-être un peu instrumental, mais je ne pense pas que la nature serait mieux prise en compte si on n'avait pas ces évaluations monétaires et ces analyses coût-bénéfice. Donc bien que je pense qu'elle ne soit qu'une représentation très partielle et très instrumentale des interactions humaine-nature, je pense à la fois qu'à court terme, elles permettent de pénétrer la rationalité dominante et donc de faire entrer la nature, fût-ce de manière instrumentale, dans le registre, on va dire, décisionnel des instances de pouvoir. Ceci étant, si ces seules options de quantification sont retenues, elles risquent, comme le dit Clive Spash très justement, de nous mener à notre but. Donc, dans un deuxième temps, immédiatement, mais avec une perspective de plus long terme, de moyen terme, il serait important d'adopter les indicateurs proposés par le deuxième courant, qui rendent compte de la matérialité de nos économies et qui permettraient, dans le moyen terme, de se rendre compte des progrès effectués ou des risques encourus. Mais ces deux couches d'indicateurs, ces deux types d'indicateurs,
ne permettront pas de mettre en lumière les changements de fond et ne permettront pas d'engendrer les changements de fond qui sont nécessaires à long terme. Et donc il faut que simultanément, dans une perspective de long terme, les changements plus fondamentaux, des changements plus fondamentaux soient opérés, et pourquoi pas via la généralisation de procédures de concertation, de procédures participatives d'analyse multicritères. En effet, ces analyses ne font pas, par leur dimension participative, ne font pas de l'indicateur une fin en soi, mais le moyen d'une mise en débat. Et s'ils reposent sur des formes institutionnelles appropriées, façonnées de sorte à éveiller la conscience du collectif plutôt que l'intérêt du consommateur, en mettant en lumière des enjeux structurels nécessaires à la soutenabilité de nos sociétés, ces processus délibératifs ont un réel potentiel de transformation. Et donc, parce qu'elles peuvent contribuer à l'intériorisation par chacun, mais ça prendra beaucoup de temps, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il faut commencer tout de suite, des conditions individuelles et collectives d'une post-croissance, eh bien, ces évaluations multicritères contribueraient, il me semble, à renforcer la résilience de nos sociétés, ou en tout cas à la consolidation du collectif et du commun dans le devenir de nos sociétés. Voilà, je vous remercie. Cette présentation en demi-teinte. Non, je vois là, je pense que notre objectif, on se demande ce que ce serait si tu étais en pleine forme, parce que vous avez été très vivant, vraiment. Bon, un tout grand merci, et je crois que c'était vraiment passionnant, c'était un très très beau survol de toutes ces littératures, et on voit bien qu'un des problèmes que tu dépeins, c'est cette volonté de mettre sur un plan, de faire se comparer des échelles de valeur, des intérêts qui sont difficilement comparables, qui sont commensurables. Et c'est une question évidemment qui, à mon avis, peut intéresser pour les juristes, parce qu'une des fonctions du droit, c'est précisément, une finalité du droit, c'est précisément de permettre de faire se rencontrer aussi différents intérêts dans un langage commun. Et à mon avis, il y a pas mal de choses à faire autour de la question des indicateurs et du droit, d'un principe, le principe de standstill, notamment au droit constitutionnel. Mais on peut laisser ça pour la discussion. Voilà, un grand merci en tout cas, et je laisse tout de suite la parole à Gilles. Merci. Merci Antoine. Alors donc, moi j'ai décidé de vous parler d'un sujet donc, qui est au centre, malgré tout, des préoccupations de l'économie écologique, qui est cette question de la distribution des revenus. Donc, je vais vous parler une quinzaine de minutes sur cette question de l'inégalité de distribution de revenus, et donc je vais me concentrer sur deux pays en particulier, donc les États-Unis et la France. Simple raison pratique, on a accès à des données pour ces deux pays-là, et on va voir qu'il y a des réalités qui sont différentes et intéressantes à analyser dans ce contexte. Alors effectivement, donc, comme Géraldine l'a rappelé, la question des inégalités, c'est une question qui est particulièrement d'actualité, et en particulier parce que on est dans une période où la croissance a baissé, est en train de baisser, et donc cette répartition du gâteau devient d'autant plus importante maintenant qu'on se rend compte que le gâteau ne grandit plus autant qu'il grandissait. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter quelques statistiques et quelques mécanismes qui permettent de répondre à ces questions-là. Concrètement, oui, est-ce que c'est vrai, tout le monde en parle, les inégalités sont croissantes. Qu'est-ce qu'il y a réellement, quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qu'on peut en aller sur ces questions-là. Premier graphique, désolé, je vais vous présenter une série de graphiques, c'est pas spécialement toujours amusant, mais je vais commenter les graphiques. Et donc, le premier graphique essaye de mettre en évidence une des raisons pour lesquelles, évidemment, la question des inégalités est importante, une des raisons pour lesquelles, d'un point de vue de la question de justice sociale, c'est une préoccupation qui devrait tous nous intéresser. Donc on voit sur ce graphe le lien entre le revenu des parents et la probabilité d'être inscrit à l'université des enfants. D'accord ? Donc vous avez en fait sur cet axe-ci, on se base sur un échantillon de 10 millions d'enfants américains qui sont entre 80 et 82. Sur ces 10 millions d'enfants américains, on va regarder le revenu des parents. Donc on va former des groupes de 100 000 personnes
Donc le premier groupe ici sera en fait les enfants, les 100 000 enfants dont le revenu des parents sont les plus faibles. Sur ces 100 000 enfants-là, on va regarder combien d'enfants ont été inscrits à l'université entre leurs 18 et leurs 24. D'accord? Donc vous voyez que parmi les enfants dont le revenu des parents est le plus faible, seulement 22% d'entre eux ont été inscrits à l'université. Donc au fur et à mesure que vous vous déplacez vers la droite, vous atteignez des groupes d'enfants dont le revenu des parents est de plus en plus important. Et donc ici, vous avez en particulier les 100 000 enfants dont le revenu des parents est le plus élevé. Pour ces enfants-là, 97% d'entre eux, on va dire, sont inscrits à l'université. Vous voyez ici la relation est positive. Dès le moment où on passe d'un groupe à un autre, la probabilité d'aller à l'université est d'autant plus importante. D'une part, d'autre part, ça c'est ce que normalement c'est en couleur. J'espère que je pense que je n'aurai pas de couleur pour toute ma présentation, ce qui est un petit peu difficile. Je m'en excuse à l'avance. Donc sur du côté droit du tableau, on a une indication de la qualité de l'université. Donc aux États-Unis, c'est particulièrement important. Et en fait, cette mesure de la qualité est imparfaite. Je pense que Géraldine sera d'accord avec moi. Il est difficile d'avoir un chiffre qui résume la qualité de quelque chose. Ici, comment vraiment cette qualité est calculée? En regardant le revenu des enfants qui ont été à cette université. Et donc on se rend compte que non seulement la probabilité des enfants issus de familles défavorisées, non seulement la probabilité d'aller à l'université est plus faible, mais la qualité, si en termes d'espérance de revenus des enfants qui ont été à cette université-là, est également d'autant plus faible et est croissante au fur et à mesure de ce test. Donc si vous voulez ici, vous avez les parents qui ont fait Harvard. Les enfants qui ont fait Harvard ont une probabilité proche de 1 d'aller à l'université et proche de 80% d'aller eux-mêmes à Harvard. Donc, premier graphique pour vous montrer, si on n'avait pas d'inégalité, on n'aurait évidemment pas cette relation entre revenu des parents et probabilité de faire des études dans une école. D'accord? Donc, on en parle beaucoup, oui, mais quoi? Finalement, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ces inégalités? Je vous propose ici donc un tableau où on va voir le niveau des inégalités aux États-Unis à différents moments, à différentes périodes. D'accord? Donc on a en ligne ici différentes années. Donc on commence à étudier l'année de 67 pour se terminer en 2010. Et donc les colonnes ici, on a de nouveau des groupes, on a de nouveau regroupé les familles. Ici on a 5 groupes en fait seulement. Donc on a le premier quintile ici, donc les 20% des familles dont le revenu est le plus élevé. Ceux qui ont des enfants ont l'habitude de parler en centiles, percentiles, déciles, etc. Donc ici, on a le groupe des familles dont les revenus appartiennent au groupe des 20% les plus aisés. Et donc l'information qu'on a dans la cellule ici, c'est la proportion de revenus qui est prélevée par ce groupe-là. Donc on a un cinquième de la population ici, ceux dont le revenu est le plus élevé. Ces gens-là prélèvent, ou prélevaient en 1967, 43%, 43,6% de la production de richesse aux États-Unis. D'accord? Comparé à, si vous prenez à l'inverse les familles dont le revenu est le plus faible, les 20% des familles dont le revenu est le plus faible, eux prélèvent à peine 4% de la production, de la création de richesse aux États-Unis. D'accord? Donc, sur base de cette première ligne, déjà un premier constat, les inégalités, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe. On se rend compte que, en fait, en moyenne, les ménages américains qui appartiennent au groupe le plus défavorisé, à celui-là, gagnent 11 fois moins que ceux qui appartiennent au groupe le plus favorisé. Donc, premier constat sur une année. Et évidemment, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde l'évolution? L'évolution des inégalités, regardez ce groupe qui prélevait 4% de la richesse nationale en 67, n'en prélève plus que 3,3%. Donc c'est une baisse de plus de 15%
de la proportion de la richesse. D'accord? Si on regarde, donc on a un groupe qui perd, en fait tous les groupes perdent. Le seul groupe de ménages qui voit sa proportion de revenus captés augmenter, c'est le groupe des 20% dont le revenu est le plus élevé. Si vous regardez, donc en fait, ceux-ci, les 5 premières colonnes ici, représentent l'entièreté de la population américaine, les 20 premiers pourcents, les 20 seconds, etc., jusqu'aux 20 derniers. Il y a un sous-groupe dans ces 20 derniers pourcents, qui est les 5% dont le revenu est le plus élevé, qui en réalité, eux, captent l'entièreté de la hausse que connaît le groupe des 20% les plus élevés. Donc, ce n'est même pas que les 20% dont le revenu est le plus élevé ont un revenu qui augmente de 7%, ont une proportion de la richesse nationale qu'ils prélèvent qui augmente. C'est qu'un sous-groupe de ce groupe-là, et ceux qui sont les plus favorisés, prélèvent effectivement l'entièreté quasiment de la hausse de 7%, de 43 à 50, on a 6%, 6,5%. En fait, cette hausse-là est prélevée par le sous-groupe de gens qui appartiennent aux 5%, dont le revenu fait partie des 5%. Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ceci, en tout cas en termes de pouvoir d'achat? Quand on voit ce genre de tableau, on a tendance à se dire les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches sont toujours plus riches. C'est évidemment faux dans cette conclusion-là. On ne peut pas vraiment dire ce qui se passe du point de vue d'épidémie en termes réels si on n'a pas l'information supplémentaire que je vais vous donner maintenant, qui consiste à dire que, oui, mais entre 1967 et 2010, la production de richesse aux États-Unis par personne, elle a doublé. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 1967, ce groupe-là prélevait 4% d'un montant. Maintenant, il prélève 3,3% d'un montant qui a doublé. Donc en termes de pouvoir d'achat, la situation en tout cas des 20% les plus démunis, peut-être que si on s'intéresse aux 5% ou 20%, on aurait des choses différentes, mais la situation en termes de pouvoir d'achat moyenne des 20% les plus démunis, c'est amélioré. Et ça, c'est en parité de pouvoir d'achat, donc on peut en compte de... Oui, donc à inflation constante. Donc en termes réels, il y a eu de la croissance en termes réels aux États-Unis qui fait que le revenu moyen maintenant est 2 fois plus élevé qu'en 1967. Alors, juste parce que on parle souvent de Gini, en fait, si vous lisez la presse, vous n'allez pas avoir ce genre de tableau-là, c'est visible. Vous aurez en fait un seul indicateur qui est l'indice de Gini. J'en profite, que maintenant vous avez vu ce tableau-là pour vous expliquer comment on calcule cet indice de Gini, parce que c'est ce qu'on utilisera dans le tableau suivant. Donc, prenons l'année 67. Donc on sait ici que les 20% dont le revenu est le plus faible prélèvent 4% du PIB. On peut représenter ça dans un graphique en indiquant ici que les 20% de la population dont le revenu est le plus faible prélèvent, la hauteur ici, 4% du revenu national. Si on s'intéresse maintenant à ce que prélèvent les 40% dont le revenu est le plus faible, ce qu'on fait, c'est additionner ces deux chiffres ici. Donc on sait qu'en 67, les 40%, donc les ménages dont le revenu sont les plus faibles, les 40% dont le revenu est le plus faible prélèvent 15% du revenu, etc. Et donc on a ici la situation virtuelle qui n'existe pas, où l'ensemble des revenus seraient distribués de manière complètement équitable. 20% des revenus, 20% des ménages prélèvent 20% des revenus, etc. Donc c'est la distribution équitable. La distribution réelle est toujours intérieure à cette banque-là. Et donc l'indice de Gini va évaluer l'amplitude, la surface de cette zone A par rapport au triangle ici. Donc au plus on a une zone A qui grandit, au plus on a une situation inégalitaire. D'accord? Donc ici on aurait un indice de Gini dans cet exemple-là de l'ordre de 0,3 par exemple. Quand on s'intéresse à la question des inégalités, on
distingue, on étudie ce qui se passe, et il y a différents indicateurs qui existent. On peut regarder l'inégalité en termes de revenus de travail, en termes de salaire. Généralement, on s'intéresse aux revenus, c'est-à-dire revenus de travail auquel on additionne le revenu des capitaux et des Français éventuellement. Ici, je m'adresse juste aux revenus du travail aux États-Unis, et donc je vous donne la valeur de ce coefficient de Gini, qui passe en 1940 de 0,45, peu importe la valeur, hein, ce qui est important de voir, c'est que Gini, l'indice de Gini, donc les inégalités ont baissé aux États-Unis entre 40 et 50, se sont plus ou moins stabilisées entre 50 et 70, et puis ont commencé à croître par après. D'accord, donc juste expliquer un petit peu hein, comment ça se fait qu'on a ces tendances-là. Première remarque peut-être par rapport à cette période pendant les 30 glorieuses entre 50 et 70, 50 et 80, où on voit une relative stabilisation, voire une légère hausse. En fait, cette légère hausse, hein, et c'est l'intérêt en fait d'avoir décomposé cette séquence-là pour l'ensemble de la population, avec deux sous-séquences qui vont représenter les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ah, donc on se rend compte pendant les 30 glorieuses, période de croissance, en réalité, l'inégalité parmi le groupe des femmes a baissé, parmi le groupe des hommes s'est stabilisé. D'accord ? Quand on mélange tout le monde, on a une inégalité qui augmente légèrement. Pourquoi ? Simplement parce que entre 50 et 80, on a le taux de participation des femmes au marché du travail qui passe de 10-15% à 50%. Donc on va rajouter dans les séries agrégées, on va rajouter des revenus de femmes qui sont inférieurs à ceux des hommes, qui vont contribuer à avoir un indice d'inégalité donc ceci en réalité, hein, donc attention quand on regarde les chiffres, on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi aux chiffres. En particulier ici, il est faux de dire que entre 50 et 80, les inégalités augmentent. Oui, c'est vrai au niveau agrégé, mais en réalité, on voit qu'elles diminuent ou elles se stabilisent si on regarde uniquement les catégories de travailleurs. D'accord, donc par contre, clairement, il y a une faible baisse des inégalités de 40 à 50 et une hausse considérable à partir des années 80. D'accord, donc qu'est-ce qui explique cela ? Je vais juste vous montrer ici un graphe sur la fiscalité. La fiscalité sur la tranche supérieure. On n'a peut-être pas ça en tête, mais les États-Unis étaient plus socialistes que les soviétiques, on va dire, pendant la période pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous voulez, cette série-là indique le niveau de fiscalité sur la tranche supérieure aux États-Unis. Donc, dans les années de guerre et d'après-guerre, 40 à 50, on a des niveaux de fiscalité sur la tranche supérieure à 1%. Donc Henry Ford, qui gagne 1 million en plus par an en 1940, donne 90% de ce million supplémentaire à l'État. D'accord ? Et évidemment, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui explique la baisse des inégalités sur le salaire entre 40 et 50 ? C'est cette hausse de la fiscalité sur les tranches supérieures. Et qu'est-ce qui va expliquer, à partir des années 80, la hausse des inégalités ? C'est typiquement 1970, chute ici, 1980, Reagan arrive au pouvoir, première chute, deuxième chute. Donc on passe de plus de 90% à 30% de taux d'imposition sur les revenus qui appartiennent à la tranche. Donc pas logique dans ces conditions de voir que les salaires finalement qu'on paye aux travailleurs qui gagnent le plus d'argent sont moins taxés et donc par contre je me dépêche. D'accord, donc même chose ici. Si on regarde en fait le salaire minimum, donc je me limite à 80 égalerie pendant 10 ans, et donc ça fait référence à ce que je parlais tout à l'heure, l'inflation. Ici, c'est pas que Reagan a décidé de baisser
le salaire minimum, mais il n'a pas ajusté. Et donc l'inflation dernièrement fait que, en termes réels, le salaire minimum perçu par les travailleurs dans les revenus sont au salaire minimum ont baissé de 50%, de 9,6 à 6 dollars en 10 ans. D'accord. Donc évidemment, un autre facteur qui explique la hausse des inégalités au CNI, alors que vous voyez qu'en France, on a un système qui est similaire au système qu'on connaît en Belgique, avec une indexation des salaires sur l'inflation, et donc, voire plus, hein, ici on a plus. D'accord, donc je vais juste clôturer hein, par rapport aux idées qu'on a et donc par rapport à ce que les chiffres peuvent nous dire sur ces questions d'inégalité. Hein, première remarque, ici on regarde le revenu des 10% des ménages avec le revenu le plus important, le décile supérieur. Hein, d'un point de vue historique, donc on part de 1910 jusqu'à 2010, on a une baisse très forte en 1940, qui est à la fiscalité, et puis une hausse à partir de 80, comme on vient d'indiquer. En réalité, cette hausse, donc là, cette série-là, par le revenu, s'explique par des hausses de salaire. Hein, en fait, ce que Piketty, par exemple, appelle l'apparition de supermanagers, personnes qui obtiennent des revenus très importants. Ce graphique-ci parle de décile, le graphique d'après parle de centime. On voit effectivement que si on regarde uniquement le pourcent des gens dont les salaires sont les plus élevés, dont les revenus sont les plus élevés, la tendance elle est là. Donc on a une hausse de 6% dans les revenus ou dans les salaires prélevés par les gens qui sont élevés. Donc c'est bien ça qui explique la hausse des inégalités qu'on connaît actuellement. Je conclue la France, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais donc en France on a une situation qui est inverse, et on le comprend avec ce graphique-ci qui vous donne une indication sur le salaire minimum. Ce graphique-ci, je ne vais pas commenter, mais donc on voit que la fiscalité en France, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis et en Angleterre, a été relativement stable hein, sur les tranches supérieures, et ça se traduit naturellement dans les chiffres, avec une inégalité en France qui a considérablement chuté en 40, hein, les rentiers en fait ont plus ou moins disparu, et qui s'est stabilisé. Donc les 10% des ménages dont le revenu le plus important prélèvent en France de leur revenu, plus ou moins 30 à 35% des revenus, et on voit que cette série pour les salaires est également relativement stable. D'accord, donc je vais peut-être m'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est très complémentaire évidemment aussi, puisque ça montre qu'il faut bien dissocier la question de l'inégalité, la question de la précarité, et tu sens embellir, mais peut-être, enfin, ça peut être une question aussi pour le débat, certes, une forte croissance n'est pas synonyme d'une plus grande égalisation des conditions, évidemment, sans intervention fiscale notamment, et sans distribution, mais en revanche, tu sens bien que peut-être quand même que la croissance permettait effectivement de sortir de la précarité, même les revenus les plus faibles, donc indépendamment de la question de l'écart entre les revenus les uns et les autres. Et ça me paraissait comme fort intéressant. Moi, à titre personnel, j'avais une question pour Géraldine.